pourquoi l'ARH, ça passionne pas grand monde en fait? Alors je pense qu'il y a déjà un premier constat et en tant que DRH, je suis obligée d'admettre que c'est une fonction qui a du mal finalement à s'ouvrir, qui a été traditionnellement une fonction d'experts et qui étaient sûrement extrêmement fiers et à raison de bénéficier de cette expertise, mais que ça les a peut-être un petit peu enfermés dans une tour d'ivoire, alors qu'il se passait plein d'autres choses dans l'entreprise et que finalement la transformation, l'engagement, les besoins des collaborateurs, la transformation du management, c'était plein de choses qui débordaient de ce cadre peut-être un peu étriqué qu'on pouvait donner au DRH. Et puis en France, parce qu'on a cette tradition aussi de dialogue social un peu mouvementé, d'une forme d'intelligentsia qui va toujours un petit peu taper sur le DRH, ça donne finalement une fonction un peu, pas forcément toujours très attirante. Et je trouve que c'est bien dommage, surtout que derrière, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans cette fonction. Et finalement, DRH, il y a 50 façons aujourd'hui d'être DRH. Oui, c'est ça. C'est quoi aujourd'hui un profil de DRH aujourd'hui? C'est quoi finalement? Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont tu fais ton travail? L'attente des entreprises qui ont envie d'avoir autre chose que juste un expert juridique, d'avoir quelqu'un qui peut les accompagner dans leur meilleure compréhension de leur corps social et de pouvoir mettre en place toutes les transformations qui vont accompagner la transformation de l'entreprise. C'est quoi les bonnes pratiques et c'est quoi ce que j'appelle les vraies fausses bonnes idées? Oui, alors c'est vrai qu'il faut faire attention au copier-coller, le plug and play, ah bah tiens, il a fait ça ailleurs, donc du coup ça va être fantastique chez nous. D'ailleurs c'est vrai dans toutes les fonctions, pas uniquement dans la fonction ressources humaines. Et c'est vrai que si on a envie de commencer une vraie réflexion, si on se dit bon là maintenant c'est le moment d'attaquer le sujet, on a réglé notre organisation, etc. Maintenant on s'attaque aux ressources humaines, il faut quand même à un moment se regarder dans la glace. Et il faut se regarder dans la glace avec beaucoup d'honnêteté. Où on en est? Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est médiocre? Il faut avoir le courage de se le dire. Et c'est à partir de ce constat vraiment le plus honnête possible qu'on va pouvoir mettre en place les éléments d'amélioration, où il y a peut-être d'ailleurs des choses qui sont très bien, et donc on va les mettre en avant, on va les packager, on va les marketer, j'utilise des mots forts, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut se dire aujourd'hui, moi j'ai une entreprise à vendre, j'ai un produit, et comment je le mets sur le marché? Et comment je le mets sur le marché pour que mes clients, et qui là en l'occurrence ne sont pas des clients mais des candidats, des talents, des que sais-je, ils aient envie d'acheter mon produit. Qu'est-ce que tu mets dans le produit justement? Il y a quoi dans le produit? Il y a un parcours, il y a des carrières, il y a quoi dans le produit aujourd'hui? En fait, il y a le projet de l'entreprise finalement. Un projet. Simplement, et ce projet de l'entreprise, qu'est-ce qu'il veut dire? Encore une fois, on se met du côté RH, du côté des collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Concrètement, est-ce qu'ils auront des marges de manœuvre? Est-ce qu'ils vont pouvoir progresser rapidement ou pas? Comment ils vont apprendre? Est-ce qu'ils vont aller plus vite sur tel et tel aspect que s'ils étaient ailleurs? Est-ce qu'ils auront un peu du temps pour faire autre chose? Est-ce qu'ils vont pouvoir changer de client? Est-ce qu'ils vont pouvoir finir leurs examens professionnels rapidement? Dans quelles conditions? Comment vont-ils être aidés? Donc tout ça, en fait, c'est finalement ce que les anglo-saxons appellent l'employer value proposition, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dans ma basket RH que je vais pouvoir promouvoir à l'extérieur. Et c'est là où il faut faire attention parce que des bonnes pratiques, il y en a partout. C'est assez facile finalement de dire, là ils ont un site internet assez sympa où ils disent ci et ça, et puis je le prends un peu à gauche, un peu à droite, je mélange, et puis c'est fait. Mais c'est pas nous, enfin c'est pas eux, et ça sent tout de suite ce manque d'authenticité. Donc je dirais qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises pratiques. Bien sûr, il y a des mauvaises pratiques, et ça je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Il y a en effet des bonnes pratiques, et là on pourra en discuter, mais c'est avant tout les pratiques qui correspondent à ce qu'on est, ou ce qu'on a vraiment et réellement envie de devenir. Voilà, et je pense que même aujourd'hui tous les discours sont entendables. On peut dire, là, pour l'instant on n'est pas très bon là-dessus, mais on est en train de travailler, et donc c'est pour ça qu'un profil comme le vôtre nous intéresse, parce qu'on voit que vous pouvez nous amener quelque chose là-dessus. Ça, ok, c'est entendable. On n'est pas obligé, encore une fois, d'être parfait, et on a tous à progresser sur ces sujets.
Le digital et les RH, plus facile, moins facile, ça coûte beaucoup de sous, non, tout ça? Maintenant, avec le digital, il y a beaucoup de façons finalement d'être visible à des coûts bien moindres. Alors, bien sûr, ça prend du temps, hein. Mais quand vous avez une bonne visibilité sur Twitter, sur les réseaux sociaux, quand vous créez votre compte Instagram, quand vous avez sur LinkedIn une politique intelligente de contenu voilà, vous faites vivre un peu votre entreprise sur les réseaux. Aujourd'hui, un candidat, quand il va entendre parler d'un cabinet ou d'une entreprise, c'est Google, hop, et qu'est-ce qui sort, quoi? Qu'est-ce qui sort? Et là, c'est bien d'avoir le prisme client, mais c'est aussi bien d'avoir le prisme candidat. Et ce qui peut intéresser un client n'intéressera pas forcément un candidat. C'est pour ça qu'il faut arriver à développer finalement une communication qui est aussi un petit peu plus qui correspond à leurs attentes. Et c'est là où il faut faire un petit travail. Ouais. Mais le digital, moi je le vois vraiment comme une aide, et notamment pour les petites structures. Structures qui auraient finalement moins de moyens. Parce que, et puis voilà, maintenant avec votre smartphone, vous faites une petite vidéo de vos bureaux, vous interrogez vos collaborateurs, un mixage un peu sympa, et puis voilà, c'est fait quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, le recrutement, on sait que c'est un gros sujet aujourd'hui. Hein. On a des taux de turnover qui sont quand même importants. On est dans cette espèce de période bizarre où on dit on n'a plus besoin de gens, les robots vont faire, et en même temps on ne trouve pas les gens pour faire, parce qu'on continue à vendre malgré la simplification dont tout le monde parle. Est-ce qu'on est condamné à subir cette tension sur le marché? C'est quoi tes conseils pour voilà, ne plus le subir? C'est vrai que le recrutement, c'est le nerf de la guerre, puisque c'est finalement voilà, les talents de demain, c'est la possibilité de pouvoir avoir de la croissance. Donc là, on parle de quelque chose qui est éminemment stratégique. Et donc, malheureusement, cette chose éminemment stratégique, quand on regarde parfois dans les organisations, les personnes qui s'en occupent, on n'est pas cohérent. C'est-à-dire que si c'est éminemment stratégique, ça veut dire que c'est les meilleurs au sein du cabinet qui doivent s'en occuper. À un moment, l'entretien, faire passer des convictions, faire passer justement cette idée que rentrer dans cette structure, c'est s'assurer de travailler avec des gens d'immense qualité. 80% de l'apprentissage, ça va être la qualité des gens qui vous entourent. Donc aujourd'hui, les gens ont envie de choisir des structures où il y a des bons. Où il y a des bons qui vont transmettre, qui vont être dans cette logique de partage de leur expertise, qui vont laisser des marges de manœuvre, qui donnent ce sentiment un peu de modernité dans le management. Et ça, c'est au moment de l'entretien que ça se passe. Donc, du coup, qui fait passer l'entretien? C'est qui? C'est le dirigeant? C'est le manager de proximité? C'est quoi ta préco là-dessus? Parce que c'est souvent une question qu'on a. Qui est-ce qui doit faire passer l'entretien? Moi, déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs entretiens. Déjà parce que ça donne un peu de sérieux au process. Il faut vraiment avoir des regards croisés, parce que c'est bien d'avoir justement deux personnalités et deux expertises ou deux expériences qui vont se confronter. Donc les deux, en général, le manager de proximité et aussi le dirigeant, justement pour pouvoir transmettre day one, même l'ambition du cabinet ou de la structure, qu'est-ce qu'il attend de ses collaborateurs, les marges de manœuvre qu'il est prêt à donner. Donc je pense que c'est des entretiens qui sont complémentaires. Et à la question « j'ai pas le temps », moi je pense que c'est un problème d'agenda, parce que c'est vraiment important. Et on se forme à faire passer ce type d'entretien, justement? Oui, oui. Là, c'est vrai que ça, c'était une des choses que moi j'avais mise en place, de mettre vraiment une formation au recrutement. On a tous cette première tentation qui consiste à recruter le même que soi. Parce que c'est facile, et c'est la nature humaine, je dirais. Vraiment, je ne blâme personne, parce que c'est la façon d'aller plus vite et de se dire qu'on va communiquer plus facilement. Et malheureusement, après, quand on a une armée de clones, on se dit, tiens, c'est bizarre, on n'arrive pas à se transformer, on n'arrive pas à avoir des nouvelles idées, les gens ne sont pas complémentaires, et oui, c'est normal. Donc là, tu es en train de me dire qu'il faut passer du temps et que tout le monde doit passer du temps sur la RH. La fonction RH n'est pas du tout circonscrite à l'équipe RH. C'est le rôle de tout manager, de tout dirigeant, de se poser des questions sur ce sujet.
Alors bien sûr, s'il y a un DRH, c'est très bien parce que ça fait quelqu'un voilà, qui va coordonner, animer et j'espère impulser et donner des idées intéressantes aux dirigeants. Mais ça n'est pas une citadelle. Une DRH ne doit pas considérer que la fonction RH lui est réservée. C'est une erreur absolue dans la conception même. Donc avec qui travaille un DRH principalement? Avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec tout le monde. Surtout avec tout le monde, c'est clair. Ouais. Ok, et pas simplement avec le dirigeant, avec le collège de dirigeant. Le DRH, alors après bien sûr en fonction de l'âge, de l'équipe, etc. Mais je dirais que la fonction RH, elle doit être complètement irriguée dans la fonction opérationnelle. Et finalement, moi, un des plus grands compliments qu'on pouvait me faire quand j'étais chez Mazars, c'est quand je fais des entretiens, etc. C'est mais toi, tu as commencé comme auditrice. Ben non. Donc ça veut dire que dans mon discours, dans ma connaissance du métier, dans ma posture, je ne me positionnais pas comme une fonction support. Je me positionnais comme une fonction opérationnelle au service d'autres opérationnels et du business de la boîte. Et ça, c'est vraiment ça qu'il faut chercher dans une fonction RH et qui fait que le pont sera extrêmement facile. Et puis peut-être pour terminer, là, on parle beaucoup d'innovation RH, alors l'innovation étant liée aux nouvelles techno ou pas, aux nouveaux modèles d'organisation ou pas. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de standards? Enfin, de standards, oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qui sont aujourd'hui passées dans les us et coutumes, des pratiques qu'on s'attend à trouver et par défaut, quand elles n'y sont pas, ben, on se dit non, mais là on est vraiment trop loin. Est-ce que tu en as une ou deux en tête, ou peut-être ou une histoire d'un truc qui t'a plu, que tu as mis en place, soit récemment, soit voilà, quelque chose en termes d'innovation, quelque chose de différent, qui a eu un écho d'enthousiasme. Il faut quand même revenir aux basiques. Et il faut faire attention d'ailleurs dans les ressources humaines parce qu'il y a parfois un peu des espèces de modes, des mots un peu valises et tout le monde se dit a l'impression d'avoir trouvé le Graal. Alors qu'en fait, non, on va juste rester sur la base. La première base, on en a parlé, c'est un recrutement de qualité. Et c'est un recrutement qui va vite, qui est engageant, qui est moderne, sur lequel on ne fait pas traîner les candidats pendant 2 mois. Voilà, ça c'est juste plus possible. Voilà, à l'heure des réseaux sociaux, ça n'est plus possible. Donc la rapidité et l'agilité dans le recrutement. Après le onboarding. Oui. Alors là, c'est pareil, le onboarding, c'est juste l'accueil. On va revenir à des choses très basiques. Et on a tous vécu ces moments un peu désagréables où on a l'impression qu'on arrive, on est tout content, c'est nos nouveaux jobs, etc. et tout. Et puis hop, la douche froide parce que le manager n'est pas là, attends, désolé, tu comprends bien, il y a un client, du coup, j'avais pas prévu. Et puis, non, ça c'est juste plus possible. Et il y a toutes les études et toutes les expériences cumulées montrent bien que les 3 premières heures, les 3 premiers jours, les 3 premières semaines, c'est ce qui va conditionner le sacro-saint engagement auquel derrière, après, on va courir derrière en disant mais je comprends pas, il n'est pas très motivé, etc. Mais souviens-toi comment tu l'as accueilli et qu'est-ce que tu as fait de lui quand il est venu d'elle, quand elle est arrivée. Ça dure combien de temps l'onboarding? Je pense que les premiers moments sont quand même cruciaux. Il ne faut pas se rater sur l'épaule parce que les premières minutes, j'ai peut-être les premières minutes, mais c'est toujours cette première impression dont on aura du mal après à se départir. 3 mois, un bon 3 mois quand même, ouais, pour s'assurer que la personne est bien ancrée, que les messages sont bien passés. Donc c'est du temps, hein. On en revient toujours à ça, il faut passer du temps. Donc recrutement, onboarding. Derrière bien sûr le feedback. Ça c'est pareil, on a l'impression d'avoir découvert. Ah oui, mais là on a découvert le feedback, alors que là aussi c'est vieux comme le monde, hein. On va dire aux gens ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Voilà. Il faut le faire en fait. Le grand mot à la mode c'est la bienveillance, donc il faut dire à tout le monde que c'est très bien, etc. Alors, bien sûr, donner du feedback positif c'est très important. Mais le feedback positif, c'est pas c'était très bien, super, génial, continue. Ça ne sert à rien. Et au contraire, on a l'impression qu'on se débarrasse du sujet. Pourquoi c'était super? Qu'est-ce qui en toi a fait la différence sur ce projet, sur cette mission? Pourquoi tu m'as épaté? Qu'est-ce qui s'est passé exactement qui me fait dire que tu as du potentiel et que je vais miser sur toi? Parce que là, la démarche elle est très différente. C'est je te regarde, je t'écoute, je m'intéresse à toi. Et là, l'impact sur la personne, il est juste
énorme. Ok. Alors que c'était génial, bon, et puis à côté de ça, on va s'y remettre parce qu'en fait, il y a quand même du business. Bon, ça n'a aucun impact managérial vraiment. Autre chose sur laquelle il faut pas se rater, c'est vrai que c'est un management plus global qui va laisser de l'air, en fait, de l'oxygène aux collaborateurs. Ils sont tous dans cette attente. Alors comment ça marche ça? Parce que souvent on a l'impression que voilà, bah, vas-y, fais, et puis voilà, fais comme tu veux, et c'est ça en fait, donner de l'air. Comment ça fonctionne ça? Non, c'est là aussi où il ne faut pas se débarrasser du problème. Ouais. Et la responsabilisation et le fait de laisser des marges de manœuvre aux gens, c'est pas bah, vas-y et puis on en reparle. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de solitude encore dans nos métiers? C'est pour ça que c'est un art qui, encore une fois, qui est difficile, parce que c'est lâcher, regarder, lâcher, regarder. Donc on en revient à cette logique de feedback permanent, à cette idée d'écoute et d'attention portée aux collaborateurs et à ce qu'il fait. Tu es en train de dire qu'il faut les aimer. Oui. Et le management, c'est avant tout un don. C'est le don de son temps, c'est le don de soi, c'est le don de ses convictions, c'est le partage. Donc, on ne peut pas, si on ne met pas un peu de soi, je pense qu'on ne peut pas être aujourd'hui un manager qui va avoir de l'impact sur les jeunes générations. Ok. Et donc, pour donner de soi, il faut avoir un soi. Alors, qu'est-ce que, là on est avec des dirigeants justement pour notre convention, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour passer du temps avec eux ou pour eux? Tu as parlé de programmes de transformation des dirigeants finalement, ou quoi? C'est formation, transformation, c'était oui, quoi? je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais avant tout, il faut aussi je pense qu'il faut faire une petite analyse de soi, un petit peu de self-awareness pour se demander où on en est finalement dans son rapport avec son équipe, depuis combien de temps on n'a pas passé un moment convivial avec eux, est-ce que finalement on est content quand on fait ça, on n'est pas content. Et moi j'ai senti, et notamment sur des métiers comme ça, un peu d'expertise, que de temps en temps il y avait beaucoup de retenue, un peu de pudeur, notamment par rapport à des personnes peut-être d'une génération un peu plus ancienne, où ils ne voyaient pas forcément comment ils allaient rentrer dans cette relation avec les jeunes collaborateurs. Et là, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. À un moment, il faut aussi ouvrir un petit peu ses chakras et en disant, c'est des générations qui ont beaucoup à apprendre et qui sont en attente finalement aussi d'une transmission et qui ont même tellement à apporter sur le digital, sur cette nouvelle économie qui peut paraître un peu effrayante. Donc, moi, je dirais que ces deux générations, elles ont beaucoup de choses à s'apprendre, mais il faut qu'elles se croisent de temps en temps, voilà. Et que ce ne soit pas le bureau de l'associé et les jeunes d'un côté. Voilà. Il faut créer aussi des moments, et pas des moments de partage artificiel, des moments de partage sur des missions, sur des appels d'offres, où on s'écoute vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas de jeune qui travaille dans son coin, qui fait les credentials, les CV, et puis après on arrive, on lui dit voilà ce qu'on va faire pour le client. Il a peut-être des avis, des idées. Donc les dirigeants, je pense, ils doivent aussi se dire qu'ils ont un rôle très important à jouer parce qu'ils ont une histoire à raconter. Et à partir du moment où on raconte une histoire, on parle de son projet, de comment on a envie de faire grandir son cabinet, comment on a envie de le transmettre, qu'est-ce qu'on a envie comme legacy finalement, et ça, personne n'est imperméable à ça. Ça, c'est déjà le début d'une connexion avec ses équipes. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de s'ouvrir là-dessus. Après, en effet, on parlait de formation, de développement, il y a une petite difficulté qu'on peut avoir quand on est à ce niveau-là, quand on a son expérience, quand on a son statut aussi, de se dire il faut que je retourne un peu à l'école, que je me remette un peu en question sur des choses qui me paraissaient acquises depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est une démarche qui n'est pas toujours facile à faire, mais qui apporte tellement. Donc il faut se lancer, il faut se remettre un peu en question sur le sujet. Super, retourner à l'école. Bon. Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup merci à toi pour ton temps et pour tous ces partages. Merci, bonne continuation dans ton groupe. Oui, merci beaucoup. Merci.